Alors aussi, en 2010, il y a 10 ans, tu vois comment le monde a changé là en quelques années, et puis c'est même pas en 10 ans d'ailleurs, là c'est en 2 ans. La façon dont le monde a changé, net zéro, on n'entendait pas parler en 2010, mais jamais quoi. Enfin, je pense, c'est tellement complexe qu'il est très difficile, voire impossible, d'arriver à clairement identifier les scénarios idéaux pour arriver entre maintenant et 2050 à un monde net zéro. Et donc je suis à peu près persuadé que personne n'en a vraiment une idée très précise. Il y a des gens qui tentent des rapports, bien sûr. Je crois que le monde a enfin pris conscience qu'on avait un problème. We have a problem, Houston. Il y en a un particulier ici. Bienvenue, amis chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, System Sales. Le podcast, l'émission qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce 8e épisode, je reçois un invité exceptionnel. Samuel Laitier est vice-président R&D chez Total Energy. Au lendemain de la COP26, je trouve que cet épisode tombe complètement à pic, car nous allons pouvoir parler sans langue de bois de transition énergétique et surtout de l'état actuel de l'un des piliers des plans de lutte contre le réchauffement climatique, la capture et le captage atmosphérique de CO2. Dit comme ça, je sais, ça va pas emballer les foules, surtout pour les non-techniciens, mais justement, je vous encourage à écouter l'épisode car vous allez voir, le sujet est passionnant et la vision de Samuel qui est au cœur du système vaut vraiment le détour. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection des commentaires à chaque début d'épisode. Enfin, pour recevoir des conseils sur la vente, des fiches en exclusivité pour booster ta prise de commande, abonne-toi à la newsletter, newsletter.systemsales.fr. Les abonnés ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils gratuitement. Allez, je vous laisse en compagnie de Samuel, vice-président chez Total Energy, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Samuel. Bonjour Mathieu. Très heureux de t'accueillir sur cet épisode. Eh ben écoute, merci de m'inviter. Je serais très content de passer un petit peu de temps avec toi et puis tes auditeurs. Merci. Donc Samuel, tu es vice-président R&D pour les activités de CO2 capture chez Total Energy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, ok. Alors, écoute, je vais commencer par, si tu veux, plutôt par dérouler mon parcours en commençant du début, et puis je finirai par expliquer un petit peu ce que je fais donc en tant que VP CCUSRD aux États-Unis. Ça marche? Ouais, très bien. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Allez, écoute, je suis né en France il y a bien longtemps, c'était en 1970. Et dès l'âge de 5 ans, je suis parti au Canada avec mes parents, bien sûr, pour passer donc 5 ans dans un superbe coin du Canada, en Alberta, la ville de Calgary, donc au pied des Rocheuses. Et c'est là que j'ai mes premiers souvenirs d'ailleurs. Et puis donc au bout de quelques années, on a pu demander la nationalité canadienne. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la double nationalité française et canadienne. Suite à ça, on a migré, on est retourné en Europe et on a passé 4 années en Norvège, superbe pays également, très bons souvenirs là-bas aussi. Et puis retour en France, donc là je devais avoir autour de 13 ans, 13-14 ans. Et donc j'ai été à l'école en France. J'ai commencé mes études supérieures en France en fait par un IUT en génie thermique et énergie. Et puis dans la foulée, donc j'ai intégré l'INSA, INSA de Rouen. Donc il y a pas longtemps là, tu as eu mon pote Franck Nel dans une de tes interviews, et donc on était tous les deux dans la même promo. Ah oui, donc c'est un pur hasard, mais tu étais pas son colocataire quand même, on n'en est pas à ce point-là. En fait, à l'INSA de Rouen, on était presque tous colocataires, mais non, on n'était pas dans la même chambre, mais on vivait tous là sur le même campus, à Mont-Saint-Aignan. C'était très sympa d'ailleurs. Je pense qu'on a tous des très bons souvenirs de notre passage à l'INSA. Donc j'étais en thermo-énergétique,
à un moment, ça s'appelait thermo-énergétique, puis ou énergie et propulsion. Je suis un petit peu perdu, je sais pas ce qu'il y a écrit sur le diplôme, mais bon, je l'ai eu mon diplôme. Et suite à ça, donc j'ai eu la chance d'être pris en fait pour faire un volontaire international scientifique. Alors à l'époque, ça s'appelait pas VIS, mais ça s'appelait CSNS, coopérant du service national scientifique, je crois. Et j'ai fait ça donc à Penn State University. Donc je suis resté 1 an et demi aux États-Unis, dans un petit bled dans les Appalaches qui s'appelle State College. Et donc passer 1 an et demi dans une fac, mais pour faire un travail scientifique en fait pour un sponsor, donc un sponsor français bien sûr, hein. Et en l'occurrence mon sponsor c'était Elf. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc après ça, ben j'allais dire presque tout logiquement été, enfin je dis tout logiquement. À l'époque, c'était presque tout logiquement. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on embauche moins, malheureusement. Mais donc j'ai été embauché chez Elf. Donc ça remonte à 1995. J'ai commencé par un passage dans notre centre de recherche à Lyon, donc à côté de la raffinerie de Feyzin, où j'ai passé 8 ans en fait au banc moteur avec une équipe de mécaniciens. J'ai appris plein de choses. Et en fait, on testait surtout les performances de nos lubrifiants, carburants, additifs carburants, donc sur banc moteur. Suite à ça, on est reparti. Donc cette fois que 4 années en fait enfin sur une activité thématique hydrogène et pile à combustible en fait, qui a été un peu coupé en deux, 2 ans en Belgique, puis 2 ans à Pau. En fait, c'est le moment là aussi où j'ai changé de branche chez Total, enfin chez Elf à l'époque. J'ai été embauché raffinage chimie et j'ai fait des démarches pour passer dans la branche exploration en production. Donc c'est dans ces temps-là que ça s'est passé. Donc je suis parti à Pau. À Pau, j'ai saisi ensuite une opportunité. Donc, première opportunité pour moi de mettre un pied dans le monde du CCS. On n'appelle pas ça CCUS à l'époque, on pourra en parler après. Mais CCS, donc Carbon Capture and Storage. Alors, je connais pas les termes en français. Tu vois, il y a beaucoup de termes que je connais pas en français. Donc, plutôt que de dire des choses approximatives, je préfère utiliser les termes. Bon, à la limite, les trop anglicismes, on pourra mettre des traductions dans le descriptif Ça du marche. podcast, mais pas de souci. Donc Carbon Capture and Storage, qui veut dire captage et stockage du CO2. Donc on a déployé en fait à Lac, donc sud-ouest de la France, on a déployé la première chaîne intégrée d'un pilote CCS. Donc depuis captage, compression, transport, injection et stockage de CO2 dans un réservoir déplété. Donc C'était en quelle année ça? Alors début des opérations, ça a dû être 2010 jusqu'à 2012-2013. Donc c'est la première fois que je mettais les pieds dans le monde du CCS et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Ensuite, je suis parti 4 ans, donc reparti en fait aux US, cette fois pour 4 ans, alors dans un coin absolument extraordinaire, au milieu de l'Utah, à Salt Lake City. Salt Lake City, c'est chez les Mormons, hein, c'est connu pour ça. Et il y a une nature absolument extraordinaire juste autour. Il y a des très belles montagnes là, qui bordent la ville. Ça ressemble un petit peu à Grenoble, là, quelque part. Une cuvette entourée de très belles montagnes. Et puis avec les plus beaux parcs nationaux américains, il y en a un petit peu au nord, il y en a un petit peu au sud, il y en a un petit peu partout. Quand on aime la nature, c'est un coin absolument génial. Et donc là, je bossais. En fait, j'étais détaché dans une start-up. Une start-up qui développait une technologie particulière de production d'huile. Et le projet était très largement sponsorisé donc par Total. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été envoyé en tant que détaché là-bas. Pardon. Et donc je suis devenu leur engineering manager, donc pour le développement de cette technologie. Alors on pourra, si tu veux, d'ailleurs parler un petit peu du monde startup par rapport à monde d'une méga entreprise comme Total Energy. Je suis ensuite retourné à Pau et ça c'était donc en 2016. Et en fait en 2016, c'est l'année où Total a décidé de créer un véritable programme R&D CCUS, une véritable thématique avec un budget conséquent. Alors, c'est public, hein, d'ailleurs, l'ambition c'était d'y mettre 10%
du budget global de la R&D du groupe Total. Alors 10%, ça représente 100 millions par an. Et donc, création de ce programme en 2016, on est parti de zéro, quasi zéro en fait, hein. Et donc, moi, j'étais responsable de monter l'équipe captage CO2. Et donc, en 3 ans, on est passé de 1, puisque j'étais tout seul au début, à une vingtaine. Et on a eu une chance extraordinaire donc d'avoir des budgets en croissance exponentielle, hein, sur ces 3 années, et donc de pouvoir lancer une multitude de partenariats avec des partenaires académiques, des startups, des entreprises. C'était une période absolument géniale. Et en 2019, j'ai saisi une nouvelle opportunité. J'avais envie de bouger en fait, et tout en restant dans le même thème du CCUS. Et donc, on m'a créé un poste en fait aux États-Unis où on faisait pas grand-chose. C'est pas vrai d'ailleurs. On faisait déjà beaucoup de choses en CCUS aux États-Unis, en R&D, mais par contre, on n'avait pas beaucoup de ressources physiquement présentes aux États-Unis. Donc, on m'a créé un poste pour monter justement une équipe et m'occuper spécifiquement dans un premier temps d'incubation de projets CCS, CCUS. L'idée, c'était de dire, chez Total, on développe maintenant des projets industriels CCS en Europe. C'est aujourd'hui notre priorité. Il y a beaucoup de choses à faire aux États-Unis et on a des assets aux États-Unis. On pourra y revenir après. Donc, ce serait pas mal de commencer à travailler dessus pour voir réellement, enfin pour étudier les opportunités pour des futurs déploiements de CCS. Donc voilà, je suis venu ici pour faire ça. Donc, mais j'ai en fait 2 casquettes. Donc j'ai vraiment une casquette R&D où on s'occupe de sujets divers et variés, et également cette casquette incubation projet CCS. Voilà, Première question qui me vient ouais, merci Samuel, super intro. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as senti une différence au niveau intérêt aux États-Unis pour le sujet de la capture de CO2 et le sujet écologique? Il y a eu un impact entre la présidence Trump et la présidence Biden. Est-ce que toi, au niveau politique, est-ce que ça a influencé vos travaux et les financements associés à ça? Alors, en fait, finalement, aux États-Unis, il y a une particularité là autour du monde du CCUS, c'est qu'il y a en fait, il y a une incitation. En fait, pour que le CCUS ça puisse marcher, enfin que ça puisse être, on va dire économique, ce qui manque, c'est une valeur pour le CO2. Quand tu fais du CCUS, tu dois dépenser c'est des investissements lourds, hein, pour déployer des installations de captage, des installations de transport, que ce soit des pipelines ou des bateaux, des installations d'injection, des puits, tu dois faire des développements de stockage, enfin ça coûte très très cher. Et, et tout ça pourquoi? Ben finalement pour enfouir un produit qui n'a aucune valeur marchande en tout cas, hein. C'est toute la problématique, hein, de beaucoup de choses dans beaucoup de technologies dans le monde du bas carbone. Euh, donc, tu peux déployer, ou plutôt les entreprises ont un intérêt à déployer, que s'il y a des incitations financières ou une obligation d'ailleurs. Alors aujourd'hui, des obligations, il n'y en a pas. Mais ça pourrait venir. Enfin, ça pourrait être logique d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ça viendra peut-être un jour. Donc aujourd'hui, là, voilà, si tu n'as pas d'incitation financière, en gros, tu ne déploies pas. Et donc aux États-Unis, il y a vraiment une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de taxe carbone, pas aujourd'hui, puis a priori, c'est pas trop en discussion. Mais par contre, il y a une incitation fiscale. Ça s'appelle le 45Q. C'est donc un crédit d'impôt fédéral. Et donc, tu peux bénéficier de $50 par tonne de CO2 stocké lorsque tu stockes du CO2 anthropogénique, hein. Alors, je vais peut-être expliquer, là, je m'arrête une seconde. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit rétro-pédalage pour expliquer. On va repartir du début. Donc, tu nous parles de CCUS, de carbone capture. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux grandes orientations techno tu m'avais expliqué, capture du CO2 à la sortie
à la sortie des process, des cheminées ou capture du CO2 dans l'atmosphère. Tu peux nous expliquer ça un petit peu plus Ouais, ok. Allez, je vais même je reprends depuis le début parce que j'ai parlé de CCS, j'ai parlé de CCUS, donc je pense que là déjà j'ai peut-être perdu pas mal de monde. Donc CCS, c'est Carbon Capture and Storage. CCUS, c'est Carbon Capture, Utilization and Storage. Donc la seule différence, c'est le U, utilisation. Donc ça veut dire que ton CO2, une fois que tu l'as capturé, tu peux soit aller le stocker de manière permanente dans un réservoir géologique. Donc ça, on appelle ça du stockage CO2. Donc ça, c'est CCS. Tu peux aussi, ton CO2, en fait, c'est une brique. Le CO2, c'est une brique que tu peux recombiner avec d'autres molécules, comme typiquement de l'hydrogène, pour faire ou refaire à peu près tous les produits que tu fais aujourd'hui avec du pétrole. Tous les produits de la chimie, de la pétrochimie, les polymères, les polyéthylènes et compagnie, tu peux refaire ça. Et d'ailleurs, donc, on développe des technologies pour aller vers ces produits-là. Il y a aussi d'autres débouchés. Il y a pas mal de boîtes aujourd'hui, surtout des startups, qui bossent dans les sujets de minéralisation du CO2 dans des blocs de ciment. En fait, si tu injectes du CO2 dans du ciment, enfin ça se fait pas comme ça, hein, mais donc il faut développer la technologie qui va avec. Tu peux minéraliser donc ce CO2 dans des blocs de ciment. Donc ça, c'est des technologies qui ajoutent de la valeur d'ailleurs au ciment. Donc ça te permet de faire un ciment qui est partiellement décarboné. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ça amène des caractéristiques mécaniques intéressantes à tes blocs de ciment. Donc tu es quelque part doublement gagnant. Donc là, l'intérêt, c'est de donner de la valeur au CO2, au-delà du fait de réduire ses émissions et d'être dans les clous de la législation ou d'avoir des incentives au niveau économique. L'idée, ce serait de développer une économie, un business modèle autour de ce produit-là. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire du carbone. C'est tout à fait ça. Et donc soit tu vas vers du stockage, soit tu vas vers des produits qui ont une certaine valeur ajoutée. Par contre, quand on parle de combattre le réchauffement climatique, puisque l'objectif du CCS et du CCUS, enfin, l'objectif numéro un, c'est bien de combattre le réchauffement climatique. C'est pas autre chose. Et donc ça veut dire que il faut que ça puisse concerner des quantités de CO2 absolument gigantesques. On parle de les estimations du besoin en CCS pour 2050, c'est des milliards de tonnes de CO2 par an. Alors pour replacer ça un peu dans un contexte, pour te donner une comparaison, si on arrive vraiment à déployer jusqu'à ces valeurs-là ou ces quantités-là, ça représenterait une industrie plus grande, plus importante que l'industrie de l'oil and gas aujourd'hui. D'accord. Ouais, et aujourd'hui, la contribution de l'industrie du oil and gas aux émissions globales de CO2, tu connais à peu près le pourcentage? Tu veux dire le pourcentage des émissions qui viennent de l'oil and gas par rapport au reste des émissions? Non, là, je t'avoue que j'ai pas du tout les chiffres en tête. Je sais que globalement, les émissions de CO2 anthropogénique, c'est à peu près 35 gigatonnes de CO2 par an, hein, absolument tout compris. Je t'avoue que je connais pas le chiffre pour l'oil and gas. La raison, c'est tout simplement que vu la façon dont les chiffres sont présentés dans les différents rapports sur ces sujets-là, il y a rarement juste la partie oil and gas. Ce qui est quelque part normal parce que c'est tellement vaste. En fait, c'est catégorisé, c'est dispatché dans différentes catégories. Par exemple, dans l'industrie, donc tu vas avoir les émissions des cimenteries. Les cimenteries, ça représente 8% du CO2 global émis. Et les cimenteries, eh ben, elles brûlent de l'oil and gas. Mais pas que de l'oil and gas, elles brûlent aussi d'autres choses. Dans le monde du transport, évidemment, la plupart les avions, les voitures, les camions aujourd'hui, ça consomme essentiellement des carburants, mais pas que. Oui, ça, c'est des catégories qui sont déjà, on va dire, on les sort dans les calculs. On dit voilà, le transport aérien s'étend, le transport routier s'étend, le ciment s'étend. Donc isoler le oil and gas là-dedans, c'est compliqué. Ouais. Bon, en fait, alors je connais pas le chiffre, hein, mais il est très certainement connu d'ailleurs, mais bon, forcément, il est très élevé, en tout cas. Ok. Et donc là-dedans, toi, pour revenir au sujet, si on voulait absorber
le CO2 lié au oil and gas, enfin pas sur des projets de CCS. Tu parlais tout à l'heure de milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui est phénoménal. Donc du coup, est-ce que vous vous fixez Là, toi, tu travailles sur des projets de développement. Je suppose que tu cours pas après des chimères. Vous vous fixez sûrement des objectifs. Quels sont ces objectifs-là en proportion? Quels sont les volumes que vous souhaiteriez atteindre et à quel horizon? Alors en fait, bon, j'ai pas de réponse facile à ça, hein, mais donc nous chez Total, donc maintenant je veux dire Total Énergie, hein, puisqu'on s'appelle Total Énergie depuis quelques mois. Chez Total Énergie, on a bien évidemment une ambition net zéro qui a été clairement affichée depuis quasi 2 ans maintenant. Enfin, alors, donc ambition net zéro pour 2050. Après, finalement, comment on va y arriver? Donc entre maintenant et 2050, c'est pas écrit dans le détail. Et la raison pour laquelle c'est pas écrit dans le détail, c'est que finalement, c'est extrêmement complexe. Ça dépend pas que de nous ou de l'oil and gas de manière générale. Ça va dépendre des politiques mises en place. Ça va dépendre de ce qui va avancer et pas avancer dans les autres secteurs de la décarbonation. Et il y en a plein. On parle énergie renouvelable, on parle efficacité énergétique, on parle électrification, on parle hydrogène, ammoniac. Enfin, il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, en fait, ça part dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Et en tout cas, c'est l'impression que ça donne, hein. Et avec, d'ailleurs, très souvent, c'est certainement un manque de. Enfin, je pense, c'est tellement complexe qu'il est très difficile, voire impossible, d'arriver à clairement identifier les scénarios idéaux pour arriver entre maintenant et 2050 à un monde net zéro. Et donc, je suis à peu près persuadé que personne n'en a vraiment une idée très précise. Il y a des gens qui tentent des rapports, bien sûr, hein. Mais allez, pour répondre clairement à ta question, donc nos ambitions, c'est net zéro en 2050. Et nos ambitions on a des ambitions à beaucoup plus court terme, ce qui est très bien. Donc, par exemple, ambition 2030 dans le renouvelable. Total Energy déploie énormément de renouvelables, que ce soit solaire photovoltaïque ou éolien. Et l'ambition, c'est d'avoir déployé 100 gigawatts électriques en 2030. Donc là, il y a des D'accord. chiffres clairs, nets et précis. En Et si on revient CCUS, si on revient sur la capture de CO2 justement, en termes de, parmi tous ces scénarios ou toutes ces idées qui peuvent contribuer au net zéro emission, la capture de CO2 pour toi c'est une des voies prioritaires qu'il faut développer et à quel horizon on pense pouvoir implémenter des choses au niveau industriel justement. alors oui, pour moi, c'est une solution indispensable. Et puis bon, si c'était que pour moi, ça aurait strictement aucun sens, hein. Donc c'est en fait les experts climat s'accordent pour dire que le CCUS a une place tout à fait indéniable pour atteindre net zéro. Et en fait, si on ne déploie pas massivement du CCS, il y aura d'autres solutions. Il y a toujours d'autres solutions, mais ça va coûter globalement beaucoup plus cher. Donc en fait, le fait de déployer du CCUS va permettre de réduire la facture et d'arriver quand même à atteindre le net zéro. En plus de ça, le CCS, CCUS, c'est évidemment aussi une solution de transition. Au jour d'aujourd'hui, notre monde, enfin l'énergie fournie dans notre monde, elle est essentiellement fournie par l'oil and gas. Je veux dire, tu peux aimer, 80%, pas je aimer, crois. c'est Ouais. pas la question, c'est comme ça. Et je veux dire, il y a des doux rêveurs qui pensent que du jour au lendemain, tu peux arrêter tout ça et puis déployer du renouvelable. Ben, malheureusement, c'est juste pas possible. Et les investissements renouvelables seraient absolument gigantesques. C'est juste impossible. Donc, petit à petit, on va y arriver. Donc, à savoir à déplacer l'oil and gas par du renouvelable, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et il y a des industries qui continueront à utiliser de l'oil and gas. Alors typiquement l'industrie du ciment. L'industrie du ciment, au jour d'aujourd'hui, elle n'a absolument pas d'autre solution. Et donc l'industrie du ciment va être obligée de faire du stockage de CO2. D'accord. Et donc je reviens sur ma question. À quel horizon on pense pouvoir donner à ces industries-là des solutions efficaces et pérennes de, de capture carbone? Enfin, Oui, mais non, mais là, la réponse elle est très facile. Les solutions, elles existent aujourd'hui. d'accord? Alors, elles existent aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est le problème financier. Voilà, D'accord, donc on en revient effectivement. C'est-à-dire, aux incitations.
à la politique. D'accord, on en revient. Aujourd'hui, la capture de CO2, c'est ce que tu disais, on n'est que sur un modèle où c'est de l'incitation et du financement qui doit venir des pouvoirs publics. Il n'y a pas de... Enfin, des pouvoirs publics sous forme soit de défiscalisation, soit de punition, soit de... Il n'y a pas encore de modèle économique autonome sur le sujet. Non, tout à fait. Donc il faut soit un bâton, soit une carotte, soit les deux au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, on espère que petit à petit, les mécanismes du carbone, des mécanismes du carbone vont se mettre en place au niveau finalement, idéalement, ça serait au niveau international. Hein. Tu peux pas tellement faire ça au niveau juste d'un pays. Et on espère que au fur et à mesure, on va arriver à un système autorégulé et qui fera que on n'aura plus besoin d'incitation, d'argent public en tout cas, pour déployer des technologies telles que CCUS. Alors ce que je dis là, c'est vrai pour le CCUS, mais c'est vrai pour à peu près toute nouvelle technologie. Le renouvelable, ça a fonctionné exactement de la même manière. Le renouvelable, il y a eu des trillions de dollars ou d'euros injectés en incitation, bien évidemment, hein, au cours des dernières décennies, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, le renouvelable a gagné, à savoir qu'ils ont réussi à très largement diminuer les coûts. C'est vrai pour le solaire photovoltaïque, c'est vrai aussi pour l'éolien. Et dans un pays comme les États-Unis, par exemple, et même le Texas, il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui sont déployées aujourd'hui, tout simplement parce que ça coûte moins cher que de déployer des nouvelles centrales électriques. D'accord, très Donc clair. les technologies, elles existent. Et alors pour preuve d'ailleurs, donc nous on a un projet phare en Norvège qui est le projet Northern Lights. Donc c'est un projet pleine échelle CCS. Donc le CO2 va être capté dans une cimenterie dans la région d'Oslo et dans un incinérateur de déchets. Donc là, ça représente à peu près 1 million de tonnes de CO2. Il va être transporté offshore, donc dans la mer du Nord norvégienne, pour être injecté dans un aquifère salin profond. Et la décision d'investissement a été prise il y a déjà 1 an. Et donc ce projet, il avance parce que il est très largement supporté par l'État norvégien. Mais en tout cas, au niveau technologique, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Au niveau, on capture et on va stocker. Le bilan énergétique de tout ça, il est comment? Parce que on est ingénieurs tous les deux, on sait que pour stocker un gaz, il faut le comprimer. Ça demande beaucoup d'énergie. Elle vient d'où cette énergie? Elle vient des process pétro, des surplus de vapeur. C'est de la conso électrique, donc voilà. Tu vois. Oui. Alors, écoute, dans une chaîne CCS, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est pas la compression CO2. Enfin, dans une chaîne CCS où tu captes du CO2 anthropogénique, c'est pas la compression qui dépense le plus d'énergie, c'est vraiment la partie captage. Le captage, c'est gourmand en énergie. Donc évidemment, ça t'amène une pénalité énergétique supplémentaire. Mais ce que tu fais normalement, enfin, il y a plusieurs façons de gérer ça, hein, mais typiquement, donc tu vas avoir besoin, par exemple, tu vas avoir besoin d'un surplus d'électricité, mais surtout d'un surplus de chaleur en fait pour régénérer tes solvants dans ta technologie de captage. Et donc cette chaleur, si t'as pas de la chaleur disponible à côté, des fois t'en as, des fois t'en as pas, tu vas par exemple installer spécifiquement une nouvelle chaudière gaz. Donc cette chaudière gaz, elle va fournir la quantité de chaleur dont tu as besoin, impec. Par contre, bien sûr, elle va émettre du CO2. Mais donc tu vas aussi capter ce CO2-là. D'accord? Enfin, sinon, ça a ni queue ni tête. Hein. Donc il faut bien capter ce CO2-là également. Et donc globalement, un projet bien monté, tu peux globalement éviter 90% du CO2 émis initialement, y compris la partie compression. D'accord. Donc pour toute ta chaîne. Ok. Et une fois que ce CO2 il est capté, stocké, on en fait quoi alors globalement? C'est quoi l'objectif? C'est de le laisser ad vitam aeternam dans des cavités. Donc d'ailleurs ces cavités, on utilise des cavités qui sont naturelles. J'imagine qu'on va pas s'amuser à creuser de nouvelles cavités. C'est des questions peut-être. Non, mais t'as raison, je suis très content Mais que non, tu mais poses je cette pense qu'il question-là. faut vulgariser le sujet pour tout le monde. Hein. Oui. Non, mais je suis très content que tu te poses cette question-là parce que d'ailleurs, je m'étais dit, tiens, il faudra que je parle de ça, mais bien sûr, j'allais oublier. Alors, le stockage du CO2, on stocke pas du tout le CO2 dans des cavités.
Et c'est marrant. Mais d'ailleurs, bon, D'accord. moi, avant de venir à l'EP, tu vois, donc il n'y a pas si longtemps de temps que ça, quand j'étais au RC, bah, finalement, le monde de l'oil and gas, je ne connaissais rien du tout. Et donc moi, pour moi, stocker, ou plutôt les, euh, l'huile et le gaz, pour moi, c'était stocké dans des cavernes géologiques. Bon, enfin, c'est pas du tout le cas. Et en fait, quand tu vois donc on prend des échantillons, des réservoirs pétroliers. Alors, les réservoirs pétroliers, réservoirs géologiques, réservoirs naturels, ça ressemble exactement aux endroits où on va aller stocker notre CO2. Donc, quand on fait de l'exploration, on fait des puits, et on fait des puits pour collecter des échantillons. Donc, on va faire un puits à 3000, 4000 mètres de profondeur, et on va remonter ce qu'on appelle des carottes. Donc, les carottes, c'est des échantillons de roches, de forme cylindrique, puisque ça a la forme de l'outil qui va aller creuser et aller plus profond, plus profond. Donc on remonte ces échantillons-là. Quand tu vois un échantillon de réservoir géologique, ça ressemble à tout sauf à une caverne. En fait, quand tu le vois de tes yeux, c'est un caillou. Je veux dire, c'est un caillou. Et puis d'ailleurs, quand tu vois ça pour la première fois, tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, visuellement, tu vois pas de porosité. Voilà, c'est un caillou. Bon alors en fait, ces réservoirs géologiques, enfin pour qu'il puisse y avoir de l'huile et du gaz, il faut absolument qu'il y ait plein de conditions en amont, bien sûr, avec de la biomasse, la bonne température, la bonne pression pour que tout ça puisse évoluer en huile ou gaz. Ça, je passe. Mais après, donc, il faut que ta roche réservoir, elle ait une certaine porosité et une certaine perméabilité. Alors, la différence entre les deux, c'est porosité, ça veut dire qu'il faut que j'ai du volume disponible. Et perméabilité, ça veut dire qu'il faut que ces petits volumes disponibles, ils sont tout petits, il faut qu'ils soient reliés entre eux. Alors, on comprend bien parce que ensuite, on va vouloir produire l'huile ou le gaz. On va faire un puits, donc un trou, si tu veux, qui va accéder à cette roche. S'il n'y a pas possibilité d'écoulement entre mes porosités, bah, je ne vais jamais produire d'huile ou de gaz. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut les deux. Alors, j'en reviens maintenant au stockage du CO2. C'est exactement le même principe. Tu fais un puits, un trou, à X milliers de mètres de profondeur, dans la bonne couche géologique qui va bien, et ça, on a des outils pour arriver à évaluer ça avant. Euh, et là aussi, donc il faut porosité, perméabilité. Si tu n'as pas porosité, perméabilité, tu fais ton trou, tu injectes ton CO2, il ira nulle part. Donc tout ce que tu vas faire, tu vas monter en pression et tu n'injecteras pas une goutte de CO2. Voilà. Donc c'est vraiment une roche, c'est une roche très dense avec plein de petits trous reliés entre eux. C'est ça un réservoir géologique. Voilà. En gros, voilà, tu injectes et puis il vit sa vie dans la roche, aucune conséquence ou aucun intérêt de le récupérer après. Ouais. Et alors, tu vois, On peut s'en servir pour faire du stockage d'énergie et après sinon ce serait le réémettre à l'atmosphère, c'est pas grand intérêt. Alors, tu peux te servir de réservoir géologique pour faire du stockage d'énergie sous forme on fait ça par exemple, en géothermie. Enfin, tu peux injecter de l'eau chaude dans des réservoirs géologiques pour aller la récupérer des semaines ou des mois après. Ça, c'est des choses qui existent d'ailleurs. Donc, on peut se servir de la géologie pour stocker de l'énergie sous forme de chaleur, entre autres. Et alors, pour en revenir à la permanence du stockage, une fois que tu as injecté ton CO2 dans ces roches poreuses, là je fais encore l'analogie à l'oil and gas. L'oil and gas, euh, quand on récupère cette huile et ce gaz dans sa roche réservoir, il a été là depuis des millions d'années. Des millions d'années. Il n'a pas bougé depuis des millions d'années. Et ben, ce qu'on fait avec le CO2, c'est exactement la même chose. On remet le CO2 sous terre. D'ailleurs, il y a des réservoirs naturels de CO2. Et donc, on va remettre le CO2 sous terre et il va y rester pendant potentiellement des millions d'années. Toi, Samuel Laitier, à Houston, tu travailles sur des solutions. Je suppose que des collègues à toi travaillent sur d'autres solutions en Europe. D'autres concurrents ou d'autres partenaires travaillent sur des solutions. Est-ce qu'il y a une mise en commun du savoir pour accélérer justement le développement technologique? Oui, il y a énormément Je pense que le CCUS, c'est un de ces domaines, en tout cas la R&D CCUS. C'est un domaine qui est très ouvert. Chez nous, en tout cas, et ça a fait partie des postulats de base quand on a lancé notre programme R&D CCUS, donc en 2016, qu'on voulait être très collaboratif. Et on a vraiment joué le jeu. Ce qui est très bien, d'ailleurs, c'est pas toujours le cas dans notre monde.
Ça nous a aidé d'ailleurs, parce que grâce à ça, on a pu lancer énormément de partenariats sans être bloqué par des problèmes de confidentialité ou autres. Et je vais juste citer peut-être deux exemples. Alors dans le domaine que je connais un peu plus, qui est la partie captage, nous, en Norvège, il y a un centre de test de captage qui est financé en grande partie par l'État norvégien, euh, qui est opéré par Total Energy, Shell, Equinor et puis d'autres partenaires. Et en fait, c'est typiquement un centre de test collaboratif où à peu près n'importe qui peut venir tester sa technologie de captage. On va mettre en place quand même des systèmes de confidentialité, évidemment, pour protéger la technologie en question, mais énormément du savoir est partagé avec tout le monde. Et il y a beaucoup de publications. On a un partenariat identique aux États-Unis, qui a aussi son centre de test, mais cette fois financé par le gouvernement fédéral. Ça s'appelle le US Department of Energy en l'occurrence. Et il y a un gros centre de test. Il y a une trentaine de partenaires, dont très peu de pétroliers, mais nous on est dedans. Et puis beaucoup d'électriciens en fait, de NGO, d'académiques. Et là aussi, c'est un énorme centre en fait de test et d'échange. On échange énormément, beaucoup de discussions, beaucoup de networking. Et voilà, enfin, je pense que c'est aujourd'hui un domaine qui est très collaboratif. Ok, super. Je reviens un petit peu en arrière. Tu nous disais que tu avais déjà travaillé sur un pilote en France, à Lac, là, près de Pau, en 2010. On est aujourd'hui en 2021. Le temps paraît s'écouler très très lentement pour la mise en place de ces solutions. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas mesuré l'urgence en 2010 et on se reposait un petit peu sur des croyances qui nous disaient qu'on avait le temps? Ou est-ce que c'est parce que c'est des développements justement qui prennent beaucoup de temps? Alors en fait, très bonne question. En 2010, dans les années 2010, il y a eu, il y a eu beaucoup d'activités R&D et pilotes autour du CCS et c'est là qu'on a commencé vraiment à voir les premiers déploiements de gros démonstrateurs à échelle industrielle. Et en fait, peu de temps après, c'est complètement retombé. Et il y a un slide là d'ailleurs sur le sujet là, où tu vois c'est une espèce de sinusoïde. On avait atteint un pic en 2010, 2012, c'est complètement retombé et maintenant ça remonte de façon exponentielle depuis grosso modo 2016, 2017. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les technologies, elles étaient là, on les a démontrées, mais il n'y a pas eu justement les fameuses incitations, il n'y a pas eu les policies pour pouvoir déployer. Et donc ça s'est complètement cassé la figure. Alors aussi, en 2010, il y a 10 ans, tu vois comment le monde a changé là en quelques années, et puis c'est même pas en 10 ans d'ailleurs, là c'est en 2 ans. La façon dont le monde a changé, net zéro, on n'entendait pas parler en 2010, mais jamais quoi. Je crois que le monde a enfin pris conscience qu'on avait un problème. Hein, we have a problem, Houston. Euh, il y en a un And particulier. failure is not an option. C'est ça. Euh, et donc finalement, maintenant, on se retrouve à peu près au même point qu'en 2010, en termes avec bon, quand même un nombre de projets, enfin un nombre de projets en phase étude qui est plus important que ce qu'il y avait en 2010. Et on a quand même l'impression là que ça y est, c'est parti. Ceci étant dit, je pense qu'il y a toujours un risque, et parce il y a, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui les business cases, ils sont portés par des gouvernements à droite à gauche sur des cas bien spécifiques, sur un projet, deux projets, trois projets, à quelques exceptions près. Donc il n'y a pas encore vraiment de business case connu et reconnu qui pourrait fonctionner partout dans le monde. On ne connaît pas encore ça. Donc tout ça, ça reste à inventer. Et on espère bien qu'on va trouver des solutions et des bonnes solutions, parce qu'encore une fois, si on n'arrive pas à déployer les CCUS en masse, ça va engendrer un coût très largement supérieur pour la société de manière générale. Et maintenant, on sait très bien, il y a urgence. Faut arrêter de causer d'ailleurs, faut faire. Hein, et c'est ce que je répète très souvent en CCUS. On parle, c'est magnifique, on fait de la R&D, c'est très bien. Mais il y a un moment, il faut passer à l'étape suivante. Et c'est le moment. Ouais, et
Enfin, je sais que tu peux mettre des ingénieurs très talentueux dans une pièce pendant de multiples années. Ils vont continuer à dessiner et dessiner et dessiner. Est-ce que chez vous, il y a quand même des gens qui sont là pour vous rappeler les échéances et dire, bon, bah voilà, maintenant les gars, on y va. C'est peut-être pas encore tout à fait parfait, mais il faut déployer et il faut déployer à tel horizon, quoi. Oui, oui, alors nous, alors déjà, on a deux choses. On a un CEO qui est très engagé sur la question du net zéro, hein, Patrick Pouyanné, ce qui est une très bonne chose. On a une business unit CCUS qui a été créée, donc là aussi en 2016-2017, et qui a énormément grossi depuis. Donc c'est eux qui gèrent en fait du point de vue business tous les projets CCUS qu'on a aujourd'hui, et je te garantis qu'il y en a beaucoup dans les tiroirs, alors surtout en Europe, et puis on pourra en parler après. Donc maintenant il y en a un en préparation pour les États-Unis justement. Et donc eux ils ont des objectifs en termes de volume de CO2 stocké. Ils ont des objectifs 2030. Je suis pas persuadé que j'ai le droit de les donner, donc je vais pas le faire. Non, ça Euh, nous parlera pas de toute façon. mais bon, mais ça commence déjà à être ambitieux, hein. Donc ça veut dire que chez nous, les objectifs sont très clairs. Il faut y aller, il faut déployer maintenant. Maintenant. D'accord, Avant la fin de la d'accord. décennie, il faudra avoir déjà des gros volumes en opération. Ouais, c'est super. Et du coup, je m'adresse un peu aux étudiants, aux plus jeunes. Pour ceux qui participent au salon étudiant, on voit que les stands de gens qui travaillent dans l'industrie un peu plus old-fashion ou dans le oil and gas sont un peu désertés par les jeunes. Est-ce que vous arrivez à toujours attirer des talents justement pour participer à ces projets et à tout ça? Comment tu vois ça, toi, de ta fenêtre, justement? C'est une question un petit peu délicate. Enfin, c'est la réponse qui est délicate, c'est pas la question. Mais ouais, enfin, moi, je sais que Total a l'habitude de recruter, de former son personnel et les gens, on voit à travers ton parcours, hein, ça a l'air d'être une entreprise quand on la rejoint, on y reste presque toute une vie. Aujourd'hui, il y a un challenge, je suppose, pour recruter des talents, ou alors est-ce que il faut se reposer sur une sous-traitance, sur des startups justement, et travailler sur l'écosystème plutôt que... Ouais, écoute, alors, tiens, ça, j'aurais beaucoup moins de mal à y répondre. Donc là, on en revient à la partie collaborative. Quand on dit collaborative, bon d'ailleurs, nous, on n'a absolument pas la prétention de vouloir développer, entre autres, des technologies de captage. C'est pas notre business. On s'est très clairement positionné là-dedans. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle informed buyer. Donc, en fait, on va avoir les connaissances qu'il faut en interne pour arriver à évaluer de manière très précise les technologies, les pros and cons, les coûts, tout ce que tu veux. Et en fait, pouvoir suggérer à nos assets, nos raffineries, nos terminaux export LNG, enfin nos différentes usines qui émettent du CO2, pouvoir leur faire des recommandations technologiques. Donc c'est ça notre objectif. Et du coup, comme on veut pas développer nous-mêmes, on fait développer par d'autres, en fait par ceux qui savent. Donc là aussi, d'ailleurs, quelque chose qui change par rapport à notre monde traditionnel de l'oil and gas, dans le monde du CCUS, surtout donc surface captage, on admet complètement que le savoir, il n'est pas chez nous. Donc ça, c'est un peu nouveau dans nos industries. Et c'est très bien. Et donc on reconnaît complètement le savoir, il est dans les startups, il est chez les académiques et il est chez certains industriels. Et donc, on monte des partenariats avec eux. Et on a monté, entre autres, beaucoup de partenariats, d'ailleurs, ces dernières années. Moi, j'ai monté beaucoup de partenariats avec des startups. Et ça marche super bien. Et bien sûr qu'ils savent faire des choses comme nous, on ne sait pas les faire. Ils savent aller vite, ils savent être efficaces. Et ils peuvent embaucher justement des compétences très spécifiques. Les startups, c'est à la mode, en tout cas en Amérique du Nord, hein. Et donc, ils arrivent à embaucher, à tirer l'arigot, hein. Il y a une startup canadienne avec laquelle on travaille qui s'appelle Svante. On est en partenariat depuis quelques années. Ils développent une technologie de captage. Et ils ont réussi à lever plus de 100 millions de dollars de fonds l'année dernière. Et ils sont passés de, grosso modo, 20 à plus de 100 personnes là, en un an. Donc, eux, ils arrivent à embaucher les compétences. Donc, finalement, si nous, on n'embauche pas, on n'a pas forcément le besoin d'embaucher des compétences très spécifiques chez nous, dans ces domaines-là. Il en faut quelques-unes, mais pas une panoplie. Et ensuite, on se repose, en fait, finalement, sur les compétences des partenaires. C'est plutôt comme ça Ouais, que c'est ça marche. intéressant. Alors, pas en Intéressant. subsurface. Pour la partie subsurface stockage,
Ça, par contre, toute l'expérience, elle vient des compétences Oui. de l'oil and gas, hein. Donc là, par contre, c'est bien chez nous qu'on fait et c'est chez nous qu'on a les compétences. C'est un cas particulier. On avait abordé le sujet un peu avec Franck justement dans l'épisode 1 du podcast, où il disait que justement les compétences du oil and gas dans la gestion des infrastructures, dans le stockage, etc., c'est ces connaissances-là qui vont participer aussi activement au développement de cette technologie et à la transition. Exactement. Alors aussi bien d'ailleurs, j'allais dire les compétences techniques que Franck avait citées, je suis tout à fait en ligne avec ça, et aussi bien subsurface que surface, donc captage, transport, stockage, tout ça c'est finalement très similaire, en tout cas en termes de compétences, par rapport ce dont on a déjà besoin dans le monde de l'oil and gas. Et en plus de ça, une compétence bien spécifique de nos compagnies, c'est la gestion de très gros projets complexes. On gère ça très très bien dans nos boîtes. Et finalement, le monde du CCUS, c'est aussi des projets extrêmement complexes qui nécessitent un savoir-faire très particulier en termes de gestion de projet. Et ça aussi, on sait faire. D'accord. Et après, il y a la partie financement aussi qui va avec, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Au niveau financement, justement, il y a des supports qui viennent. Non, on va pas aborder cette question. Je couperai. C'est pas la question que je voulais. Il ne reste pas beaucoup de temps. Une autre question, je voulais juste, Samuel, je sais pas si tu peux répondre rapidement, mais comment vous évaluez justement l'impact du réchauffement climatique sur les installations oil and gas et notamment, je pense à Houston. Vous avez été frappé très durement par des inondations. Aujourd'hui, les conditions se dégradent très rapidement. Est-ce qu'il y a comment c'est évalué, comment c'est mesuré et comment vous voyez un peu l'avenir justement sur toutes vos installations industrielles et sur les solutions qui sont développées justement, est-ce qu'elles seront adaptées au climat de demain? Alors écoute, je suis absolument pas spécialiste en la matière, mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, on en tient compte, et particulièrement bien sûr dans les endroits à risque. Alors donc entre autres, les endroits où il y a déjà une montée des eaux en fait, hein, et donc un risque d'inondation qui est accru. Et comme tu viens de le dire, ce qui est exactement le cas donc autour du golfe du Mexique. Donc golfe du Mexique, tu as le double problème de la montée des eaux avec un terrain, enfin le terrain côtier qui est hyper plat à quelques mètres d'altitude en fait, hein, par rapport au niveau des eaux du Golfe. Et en plus de ça, on se ramasse des ouragans de plus en plus puissants et de plus en plus fréquents. On a juste à la frontière entre Louisiane et Texas, mais en Louisiane, on a ce qu'on appelle donc un terminal export LNG. Donc un terminal export LNG, en fait, c'est une usine où tu liquéfies le méthane pour ensuite aller le transporter par bateau. Et donc c'est une grosse usine qui émet pas mal de CO2 d'ailleurs. Et donc par définition, puisque on doit transporter ce CO2 par bateau, elle est juste au bord de l'eau, dans un canal, hein, le long d'un canal. Et l'année dernière, cette usine, elle est tombée 3 fois consécutives juste sous l'œil de l'ouragan. C'est pas de bol, hein. Et donc, il y a eu des dégâts, il y a eu montée des eaux. En fait, il y a eu double impact, hein, montée des eaux et puis vent excessif, hein, les deux évidemment. Et finalement, le plus gros impact, d'ailleurs, l'usine a été arrêtée entre autres pendant plus d'un mois du fait qu'elle n'était plus alimentée en électricité. Donc là, c'est le réseau électrique Louisiane qui était tombé. Donc oui, on en tient compte. Et dans les nouveaux projets, bien évidemment, on a des contraintes spécifiques qui sont accrues par rapport à ce qu'on faisait avant pour nous assurer que les installations resteront, entre autres, hors eau en cas de pépin. Donc ça représente un investissement légèrement plus élevé, bien sûr. Oui, puis j'imagine que vous avez quand même l'habitude d'exploiter des champs dans des conditions assez extrêmes. On passe au Moyen-Orient, en Ouais, ou Asie tu sais, centrale. je pense qu'au niveau climat, le plus extrême, alors on connaît ça fait depuis bien longtemps, c'est nos champs offshore en mer du Nord norvégienne. En mer du Nord norvégienne, la vague centenaire, elle fait plus de 30 mètres de haut. Et d'ailleurs, enfin, je crois qu'ils étaient arrivés à ces niveaux-là dans les années 80. Donc là, il y a des conditions absolument extrêmes.
Bien évidemment, on design pour, hein, elles restent là, les plateformes, quand on a ces conditions extrêmes. Donc finalement, c'est même des conditions qui sont pires que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le golfe du Mexique. D'accord, Donc en tout ok. cas, on sait faire. Ça a un coût, mais on sait faire. Ok. On va bientôt arriver au terme de cet épisode, Samuel. Qu'est-ce qui te fait encore rêver et qui te donne espoir pour le futur? Alors écoute, moi, je suis content de voir que enfin le monde réagit par rapport à ce problème climatique, hein. Ça a été très compliqué. Et plus compliqué dans certaines zones géographiques que d'autres, hein. En Europe, on a quand même pris le pli il y a déjà des années. On a fait beaucoup de choses en Europe pour améliorer la consommation énergétique, entre autres, hein. On isole nos maisons, on a tous des doubles vitrages. Depuis bien longtemps, on n'a plus le droit aux, comment on appelle ça là, aux lampes incandescentes, hein. Mais ça fait longtemps, hein. C'est interdit à la vente, si je me trompe pas. Aux États-Unis, c'est toujours pas le cas. Euh, donc il y a un énorme décalage en fait entre certaines zones géographiques, donc entre autres Europe, États-Unis, Chine, euh, et je pense enfin, et là c'est lié aussi bien sûr à de la politique pure et dure. Euh, L'ami là, qui était au pouvoir aux États-Unis il y a encore pas longtemps, là, il n'a pas aidé, c'est évident. Biden, il nous a fait revenir, enfin, il a fait revenir les États-Unis donc dans les accords de Paris, où il est en train de. Biden, il devrait normalement prendre des engagements net zéro. Il devrait mettre en place des politiques pro-climat. C'est en discussion, hein, en sérieuse discussion en ce moment dans les institutions politiques à Washington. Et donc finalement, mon espoir, c'est que maintenant, on a conscience, on a tous conscience. Maintenant, il faut acter. Et c'est comme on disait tout à l'heure, là, voilà, le blabla c'est bien, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, il faut déployer, il faut agir. On a commencé à agir, tout le monde a commencé à agir, mais il faut accélérer. Et j'ai espoir dans le sens où je pense que là, voilà, on est juste sur le fil du rasoir et je pense qu'on va pencher du bon côté. Encore une fois, il y a une décennie, on était déjà sur le fil du rasoir, mais en fait, on ne le savait pas. Et on est retombé un peu du mauvais côté. Enfin, quand je dis ça, c'est même pas complètement vrai, parce que les énergies renouvelables, par exemple, elles ont énormément déployé en 10 ans. Mais ça, c'est pour des questions économiques, c'est très bien. Maintenant, il faut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il faut que les gouvernements mettent, bien sûr, la main à la pâte, hein, puisque ça se fera. Et là, je parle pas que pour CCUS, hein, c'est pour tout. Il faut que les gouvernements mettent la main à la pâte, qu'il y ait des politiques en place, des incitations. Il faut qu'il y ait en fait une valeur carbone. En fait, il n'y a pas de secret. Ça va absolument reposer là-dessus. Il faut que les politiques arrivent à s'accorder pour donner une valeur au carbone. Bâton ou carotte, peu importe, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et sans ça, ça marchera pas. Euh, et je pense que, alors malheureusement, les gens ont enfin pris conscience du problème du climat parce que justement il y a eu des événements climatiques excessifs. Et j'aimerais juste en citer un qui me tient particulièrement à cœur, entre autres parce que, donc comme je dis tout à l'heure, je suis canadien, j'ai pas mal de partenaires, donc j'ai lancé pas mal de partenariats aux États-Unis et au Canada, pardon. Et donc cet été, il y a eu une vague de chaleur sans précédent dans la partie Ouest Canada, donc essentiellement British Columbia. Et alors précisément là, le 29 juin, dans un petit village perdu de British Columbia, à une centaine de kilomètres au nord de Vancouver. Donc je sais pas si tu localises ça sur la carte, hein, c'est quand même sacrément haut, hein. Donc c'est pas des coins où il fait particulièrement chaud en temps normal. Enfin bref, donc le 29 juin, il a fait 49,6 degrés dans le petit village de Lytton, record absolu, battu d'ailleurs pendant 3 jours consécutifs. Et le lendemain, il y a eu un incendie, pardon, et le village a été balayé de la carte, hein, à peu de choses près. Voilà. Et c'est extrêmement malheureux, mais ça fait réagir. Et malheureusement, il faut des événements comme ça pour que il faut surtout des événements comme ça dans nos pays riches, parce que des événements comme ça dans des pays beaucoup moins riches, il en arrive très souvent, entre autres liés à la montée des eaux. Et malheureusement, je suis pas persuadé que ça impacte grand monde, hein. C'est malheureux.
Il faut des choses comme ça. Voilà. Donc mon espoir, c'est que la société prend enfin conscience, les politiques prennent le sujet à cœur. Maintenant, faut acter, faut déployer toute une panoplie de technologies. Et je pense que dans tous les cas, même si on n'arrive pas à atteindre le net zéro en 2050, personnellement, j'y crois pas une seconde, ça va de toute façon aller dans le bon sens. On va dépolluer notre planète de façon globale. Hein. Quand on parle d'ailleurs de CCUS, d'énergie renouvelable et de beaucoup d'autres choses, on parle pas que de CO2 finalement, ça va aussi. Enfin, on peut espérer que ça a aussi beaucoup de bienfaits sur d'autres choses, comme la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique dans les grosses villes, hein, entre autres en Chine, c'est vraiment un problème. Donc ça veut dire que c'est des solutions à mettre en place. Elles devraient normalement aussi largement aider à dépolluer ces zones. Et donc, mon espoir, c'est bien celui-là. Et puis, donc, mon espoir, concrètement et égoïstement, à court terme, pour moi, du coup, est vraiment en relation avec ce que je viens de dire. J'espère que chez Total Energy, on va faire ce qu'il faut pour, dans un avenir très proche, déployer un hub majeur CCS donc dans le golfe du Mexique. Bon, écoute, merci. Ce sera le mot de la fin. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi. Et puis, écoute, ce fut un plaisir de passer cette heure ensemble. Merci. Super, merci. Et voilà, j'espère que cet épisode hors des sentiers battus vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, de me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et surtout, partagez le podcast autour de vous. À bientôt!